Bonjour à tous. Eh bien, nous allons commencer cette dernière table ronde de la matinée. Elle va s'inscrire dans le droit fil de la discussion précédente et des interventions d'avant. On l'a bien compris avec l'ami Jean-Marc Vittori et ses invités, les questions idéologiques, politiques et économiques sont toutes liées entre elles. Nous, on va essayer un peu de raconter la même histoire, celle d'une démondialisation interrogée en tout cas, mais peut-être du point de vue des entreprises, en s'intéressant à la question des chaînes de valeur, ce que certains ont appelé la désoptimisation du monde finalement, puisque le monde s'était organisé comme un territoire tout plat où tout s'échangeait et où donc on pouvait rechercher toutes les économies d'échelle dont on avait besoin pour accroître encore et faire de la croissance. Aujourd'hui, effectivement, la politique reprend le pas et rend plus difficile cette question. Mais quelle en est finalement la réalité concrète aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se passer de la Chine? Est-ce que l'Europe doit la bonne stratégie, doit l'avoir? Il s'est passé cet été 2-3 événements intéressants, notamment autour des voitures électriques chinoises. Les Américains ont lancé une première salve avec des droits de douane et tout un programme protectionniste sur l'automobile électrique et les batteries. Et puis l'Europe, en juillet dernier, a décidé de taxer massivement les voitures électriques. Elle a confirmé la semaine dernière qu'elle allait le faire avec des droits de douane qui frôleront les 50%. Tout compris. Et puis, ce matin, on apprenait que le Canada allait lui aussi, pourtant le Canada, c'est quand même un pays vraiment de libre-échange absolu, allait imposer des droits de douane jusqu'à 100% sur les voitures électriques chinoises. Donc, il y a quand même une fébrilité autour de ces sujets qui, évidemment, ont des conséquences extraordinaires pour les entreprises, pour la façon dont elles fonctionnent pour le coup, et par ricochet évidemment sur l'économie en général. C'est de tout ça dont nous allons parler avec nos trois invités. À mes côtés, Isabelle Méjean, qui est économiste, lauréate du prix de meilleur jeune économiste attribué par Le Monde et le Cercle des économistes. À ses côtés, Anna Boata, qui est professeure à Sciences Po, j'oubliais. Anna Boata, donc, vous êtes chef économiste chez Allianz Trade, le grand assureur allemand. Et puis, Jérémy Guez, vous êtes économiste également, co-directeur du Centre HEC de Paris de géopolitique. En fait, vous êtes un grand spécialiste justement des relations géopolitiques et de leurs liens avec l'économie. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Isabelle Méjean. Vous avez pas mal travaillé sur cette question des chaînes de valeur. On se souvient que pour le Conseil d'analyse économique, vous aviez réalisé une étude très intéressante où vous rentriez dans le détail des chaînes de valeur pour voir qu'est-ce qui était stratégique, notamment dans le cas de la France. Alors, la première question un peu simple, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur ? Comment ça se mesure? Et est-ce qu'on voit aujourd'hui, concrètement, dans les chiffres, Patrick Artus en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on voit aujourd'hui ce déclin, cette fragmentation, cette baisse dont tout le monde parle? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, qu'est-ce que c'est une chaîne de valeur? Une chaîne de valeur, c'est un mode d'organisation de la production dans laquelle un certain nombre d'entreprises vont contracter pour organiser la production sous forme de différentes étapes de production qui vont être localisées au sein de différentes entreprises dans différents pays. Donc évidemment, fragmenter les chaînes de valeur, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, c'est une forme de spécialisation
localisation qui existait déjà au XIXe siècle. Ce qui est nouveau d'une certaine manière aujourd'hui, c'est que dans les années 90-2000, on a observé un très rapide éclatement de ces chaînes de valeur à l'échelle géographique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on produit de gros volumes de biens manufacturés en particulier dans des réseaux d'entreprises qui sont localisés dans de multiples pays différents, en Europe, en Asie et aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler dans la suite une chaîne de valeur internationale. Comment est-ce qu'on mesure l'impact sur les volumes de commerce mondiaux de ces chaînes de valeur internationales? Il y a plein de manières de le faire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est d'essayer de mesurer à quel point les flux de commerce se démultiplient à l'intérieur de ces chaînes, puisque à partir du moment où vous produisez différentes étapes de la production dans différents pays, à chaque étape, vous allez avoir un flux de commerce. Et donc, mécaniquement, quand on étend les chaînes de valeur mondiales, on démultiplie le volume du commerce. Et c'est pour ça que dans les années 90-2000, on a observé une très forte augmentation des ratios du volume du commerce au PIB. Aujourd'hui, on produit un certain niveau de valeur ajoutée à l'échelle mondiale en utilisant beaucoup plus fréquemment des liens, enfin le canal du commerce international, ce qui fait que la valeur du commerce rapportée à la valeur ajoutée de ce qui est produit a beaucoup augmenté dans les années 90-2000. Donc juste pour donner un ordre d'idée, le volume du commerce mondial au PIB, dans les années 90, c'est à peu près 30%. C'est passé en 2 décennies à plus que 60%. Cette augmentation très importante du volume du commerce, elle s'arrête avec la crise de 2008-2009, avec la crise financière. Et depuis, le ratio s'est stabilisé à peu près 60%. Les dernières données, c'est pour 2022. En 2022, on est à 62%. Donc c'est ce qui était dit tout à l'heure. Aujourd'hui, dans les données les plus récentes, on ne voit pas de ralentissement du commerce international. On continue à avoir des volumes d'échanges qui sont très importants et notamment des gros volumes d'échanges au sein de ces chaînes de valeur internationales. Et je pense qu'on va parler dans la suite de la raison et de pourquoi, mais juste bien garder en tête quand on parle statistique sur ces questions-là, que le gros du commerce international, il se fait dans ces chaînes de valeur. Ces chaînes de valeur, elles sont supportées par des investissements qui sont très massifs, parce que quand vous délocalisez une partie de la production, disons en Chine, vous investissez dans une chaîne de logistique, y compris dans de la production en Chine. Et ces investissements, ils ne se défont pas facilement. Donc s'il doit y avoir un impact de la situation actuelle sur le volume du commerce mondial, ça va prendre au moins une décennie à se manifester dans les données, simplement parce qu'il faut que les investissements soient renouvelés pour éventuellement voir des effets importants sur le volume du commerce. Alors, si on n'arrive pas à le voir d'un point de vue très macroéconomique, si on rentre dans le détail, est-ce qu'on voit quand même des évolutions importantes en termes de produits et en termes de géographie ? C'est toujours à moi. Oui, parce que non, il n'y a pas grand-chose non plus aujourd'hui sur la géographie. Ce qu'on voit très nettement, et je pense que mes copanélistes en parleront sans doute mieux que moi, c'est que dans les enquêtes auprès des responsables d'achat, auprès des responsables de grandes multinationales qui sont les décideurs sur ces investissements, on a énormément de discussions sur l'impact, la gestion du risque au sein des chaînes de valeur, sur le dérisking ou le friendshoring, le nearshoring. Il y a plein de nouveaux mots qui sont avancés par ces managers. Mais on voit de manière très récurrente que finalement la question du risque au sein des chaînes de valeur est devenue un thème récurrent de ces spécialistes de la chaîne de valeur internationale. Et donc, c'est vraiment les décisions de ces entrepreneurs, de ces décideurs qui vont, dans 10 ans, se refléter sur la géographie du commerce mondial.
Alors justement, Anna Boata, vous avez conduit donc pour Allianz Trade une grande étude, une forme de sondage auprès des grandes entreprises sur ce thème de la modification de la chaîne de valeur. Alors, pour reprendre effectivement ce qu'on disait à l'instant, est-ce qu'on voit des différences aujourd'hui par rapport à ce qui se passait auparavant ? Bonjour, merci aussi pour l'invitation. Effectivement, chez Allianz Trade, puisqu'on est le plus grand assureur crédit du monde, on veut prendre vraiment la vue des entreprises. Donc chaque année, depuis la Covid, donc depuis 2020, on interroge un certain nombre d'entreprises, grandes entreprises qui produisent ou qui ont des fournisseurs ailleurs que dans leur pays d'origine. Donc on interroge surtout les européennes, mais aussi des américaines et plus récemment des chinoises, pour voir un petit peu comment, quelle est la trajectoire de changement, puisqu'avec le Covid, on a entendu que les entreprises vont évidemment ramener les chaînes de valeur plus proches de leur pays d'origine et qui vont gérer ce risque de cette manière-là. Et en fait, finalement, ça se voit pas vraiment dans les données. Et ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est qu'effectivement, au départ, c'était plutôt une peur de risque de manquer d'entrants, de manquer de ces biens intermédiaires, puisqu'en fait, il y avait tous les blocages d'un point de vue transport, ou le manque de conteneurs, le manque de bateaux. Tout ça, c'est en train de se régler, puisque depuis, on produit massivement. On est plutôt en surcapacité maintenant. Après, en 2022, on a eu le problème énergétique, la crise énergétique qui s'est rajoutée, donc un coût supplémentaire qui était le coût lié au transport de ces biens. Le coût, effectivement, et le temps. Et en fait, depuis cette année, on voit que c'est plutôt le risque géopolitique qui prend le dessus. Donc les entreprises qu'on a interrogées, plutôt des exportateurs ou encore une fois des entreprises qui produisent ailleurs, ils disent que pour 73%, le risque pour eux dans les 12 prochains mois, c'est le risque géopolitique et le risque protectionniste. Ça ne veut pas dire que le risque des entrants ou le risque énergétique ou même le risque de manque de main-d'œuvre n'est pas là. Ils sont toujours dans le top 5, mais ce n'est pas le premier et ils sont surtout moins nombreux à le citer dans le top 5. Après, la question, en disant ça, c'est qu'est-ce que les entreprises comptent faire? Et on leur demande, bon, est-ce que vous pensez relocaliser ou plutôt diversifier vos chaînes de valeur à cause de ce risque géopolitique? Et pour 55% d'entre elles, donc ce n'est pas non plus 80%, ils disent oui. Mais en même temps, quand on leur demande quelles sont les manières de mitiger ces risques, ils ne vont pas dire que c'est la relocalisation dans le top 3. Ils vont plutôt dire on va diversifier, on va parfois acheter de l'assurance, donc se prémunir contre le risque. Parce qu'en fait, ils disent il y a un coût derrière tout ça. Effectivement, Isabelle le disait, il y a un coût d'investissement et il y a aussi un coût lié au manque de chaînes de valeur proches de chez eux. Puisqu'en fait, quand on parle du textile, quand on parle de machines équipements, quand on parle de computer and télécom, des puces, il n'y a pas vraiment une chaîne aujourd'hui en Europe. Oui, on a des investissements qui commencent à se faire en Pologne, qui commencent à se faire un petit peu en Hongrie, dans des pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, mais ça reste très faible. Donc effectivement, ils sont quelque part coincés dans ce risque de concentration. Ils nous disent, premier risque aussi qu'on voit, c'est le risque de concentration et de complexité des chaînes de valeur. Aujourd'hui, donc, ils nous disent on veut relocaliser, mais ils ne le font pas vraiment. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils diversifient leur chaîne de valeur. Et on diversifie là où il y a la chaîne de valeur. Donc, en fait, on va rester plutôt en Asie. On ne va pas être forcément directement exposé à la Chine, mais on va être dans les nouveaux hubs manufacturiers et de commerce international qui sont aujourd'hui, évidemment, le Vietnam, mais aussi l'Indonésie, la Malaisie, aussi l'Inde, et puis aussi côté Amérique du Sud, le Mexique par exemple, et dans une moindre mesure le Brésil. Et donc, effectivement, il y a toute cette diversification qui se passe, mais finalement qui complexifie ces chaînes de valeur, puisqu'en fait, on ne sait pas si finalement ce sont des biens qui ont été produits dans ces nouveaux hubs ou c'est plutôt un rerouting des biens chinois qui veulent éviter toutes ces mesures protectionnistes qui les visent directement pour l'instant. Et donc, ça multiplie aussi les transactions financières. Et donc, potentiellement, ça demande davantage de protection contre le risque. Après, quand on leur demande est-ce que vous voulez vraiment réduire l'exposition à la Chine, ils sont que 11% à dire qu'ils vont réduire l'exposition à la Chine. Donc, il n'y a pas un sentiment, en tout cas dans les enquêtes qu'on voit anti-Chine, plutôt un sentiment de diversification. Et encore une fois, puisque il faut du temps
avant de pouvoir créer ces chaînes de valeur ailleurs et surtout des investissements. Et on ne va pas le faire dans une période où les taux d'intérêt étaient très élevés. Puisqu'on se demandait aussi, est-ce qu'il y a cette baisse de flux de biens intermédiaires au niveau mondial? Et en fait, si, parce qu'en fait, on n'a pas un cycle d'investissement aujourd'hui. On l'a eu un petit peu aux États-Unis, puisqu'il y avait des subventions, mais en Europe, pas du tout. La seule exception, ce sont les composantes pour les voitures électriques, puisqu'on est dans cette phase de transition verte. Mais globalement, on est dans cette phase où le cycle n'est pas encore assez porteur pour relancer aussi certains investissements, puisque les grandes entreprises qui avaient des capacités d'autofinancement ont déjà utilisé et continuent à le faire, mais c'est très concentré sur certaines, mais la plupart, en fait, n'ont pas la capacité de financer ces investissements à des taux actuels. Et surtout, encore une fois, ils ont un problème de main-d'œuvre, un problème de spécialisation des fournisseurs locaux qui n'existent pas. Et pour certains, par exemple, comme les Allemands, un problème de rentabilité des investissements passés qui sont massifs. Les Allemands, ils ont investi massivement en Chine et ils ne sont pas prêts à changer de vision pour l'instant. Donc, tout à l'heure, Patrick Artus disait finalement, la seule chose qui se voit vraiment dans les chiffres internationaux, c'est la baisse des investissements, voire l'effondrement des investissements étrangers en Chine. Les grandes entreprises que vous avez interrogées, elles résistent quand même à cette décinisation oui, en fait, ils nous disent plutôt qu'ils vont rester stables. Donc, ils vont pas forcément, ils sont que 30% à dire on va augmenter davantage nos investissements en Chine. Donc, la plupart, vous voyez, ils sont statu quo. Mais en même temps, quand on regarde les derniers chiffres d'IDE, c'est intéressant parce que ça colle avec cette diversification des chaînes de valeur. La plupart des pays émergents qui ont attiré des investissements directs étrangers ont été les pays d'Asie du Sud-Est et ont été les pays d'Amérique du Nord et les pays d'Europe centrale. La Pologne et la Hongrie en étant les plus, à mon avis, bien placés. Après, il y a des nouveaux, comme la Serbie ou des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui ont une politique publique pour attirer les investissements, notamment chinois d'ailleurs. Alors, un petit détour par le politique. On a beaucoup parlé dans la table ronde précédente, mais le politique et le géopolitique, le retour du géopolitique, Jérémy Guez, on a beaucoup parlé tout à l'heure de Tocqueville, du 19e siècle, etc. Mais il y a un moment quand même beaucoup plus récent qu'on semble avoir oublié, qui s'appelait la guerre froide, qui a quand même duré quelques décennies après-guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est face à quelque chose qui ressemble un peu à une nouvelle guerre froide ? C'est une réalité qui est assez complexe et contre laquelle un certain nombre de stratèges américains essayent de se battre. Parce que finalement, quand on dit guerre froide, il y a toujours une tentation côté américain qui a existé même pendant la première guerre froide, si tant est que l'expression veuille dire quelque chose, mais une véritable volonté de la part des autorités américaines d'une politique agressive, d'une politique de la confrontation et d'un face-à-face vraiment potentiellement qui pourrait prêter à l'escalade géopolitique. Aujourd'hui, on sait, avec un recul historique, qu'il y avait quand même des vulnérabilités au sein même du régime soviétique qui avait à peu près écrit la fin de l'histoire et la fin de la guerre froide. Les plus adeptes connaissent cet article de George Kennan qu'il avait écrit de manière anonyme, expliquant que finalement la véritable politique américaine qui aurait du succès serait celle de la patience plutôt que celle de la confrontation. Et tout ça, ça résonne énormément face au régime chinois parce que la tentation aujourd'hui, effectivement, d'avoir une approche extrêmement agressive vis-à-vis de Pékin est importante. Je ne suis pas spécialiste chinois, j'en sais assez de la politique chinoise pour savoir que je ne sais absolument rien, puisque à chaque fois que je m'en rends compte ou que j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, il se passera quelque chose en Chine qui viendra contredire cette compréhension des choses. Bref. L'Orient compliqué. Exactement. Donc effectivement, cette perspective d'une guerre froide est extrêmement inquiétante parce qu'elle tend à brouiller les cartes, à brouiller les calculs des pouvoirs publics et donc brouiller les calculs des entreprises, puisqu'elles sont sous pression, elles doivent finalement gérer avec toutes ces inquiétudes et c'est ça principalement la difficulté aujourd'hui. Isabelle a fait référence à cela, mais c'est intéressant de se pencher finalement sur l'évolution du langage, justement dans ce contexte géopolitique, autour des chaînes de valeur et des chaînes de production.
les délocalisations, années 90 et 2000, effectivement, on va chercher l'avantage comparatif là où il se trouve, indépendamment. Donc on se retrouve avec des chaînes de valeur internationales qui visent à réduire le risque, qui visent à diversifier justement. Le langage anglais est beaucoup plus flexible que le français. Et donc, les anglo-saxons du offshoring, les délocalisations, on parlait de reshoring. Donc là, le reshoring, c'est peut-être ramener les emplois à la maison, version Donald Trump ou autre version en France. Ou alors, c'est plutôt se dire il y a une nouvelle révolution industrielle qui est en train d'avoir lieu et qui permet finalement des nouveaux types d'usines. Pas forcément les emplois d'usines d'hier, ça va sans dire. Bon, donc il y a eu le reshoring. Après, il y a eu le nearshoring, c'est-à-dire peut-être que toutes ces technologies nous permettent de ramener les chaînes de valeur un peu plus proches de la maison parce qu'on a des possibilités finalement de produire à des moindres coûts et que ces chaînes de valeur super étendues n'ont plus forcément les mêmes avantages que par le passé. Le Covid et la guerre d'Ukraine sont passés par là et effectivement ont alimenté toutes ces conversations des managers. Et puis, il y a eu, Isabelle en a parlé, le friendshoring. Cette idée de se dire, peu importe où on produit, tant qu'on produit chez les amis. Puisque finalement, en contexte de guerre froide ou potentiel de guerre froide ou au moins de tensions géopolitiques, il va falloir finalement trouver des nouveaux théâtres pour pouvoir produire proche de chez nous, en tout cas dans des théâtres qui sont relativement immunisés contre ces tensions géopolitiques. Tout ça, ça traduit assez bien l'état d'esprit, je pense, de l'intersection de la géopolitique et le monde de l'entreprise. Je dirais, tout est toujours business, tout est toujours optimisation, mais en plus de ça, tout est devenu géopolitique et tout est devenu politique. Et donc, je dirais, la logique n'a pas forcément changé, c'est plutôt la liste de contraintes qui a tendance à s'allonger. D'accord. Et des événements comme ceux qui sont intervenus en mer Rouge, par exemple, c'est-à-dire qui bloquent le commerce physique, est-ce que c'est encore quelque chose d'essentiel, d'important et de nouveau ? Essentiel et important certainement, nouveau absolument pas. Ce qui est frappant, c'est qu'on a, je crois, chaque génération a recouvert le risque de ce type de tension, que ce soit ces points géographiques difficiles. La mer Rouge, alors ça se situe un petit peu plus au sud, si mes souvenirs sont bons, mais vous savez, il y a 20 ans, il y avait un énorme problème de piraterie. Donc ce n'était pas les Houthis du Yémen, c'était... il y en a encore d'ailleurs. Mais... Oui, qui a été largement géré par la communauté internationale. De la même manière, je trouve que chaque génération a tendance à redécouvrir le risque d'expropriation. Ça a été le cas en Russie. Tout ça, ce sont des risques que l'on connaît, que l'on enseigne dans les cours traditionnels de risque pays, que ce soit en école de commerce ou ailleurs d'ailleurs, mais qu'on redécouvre finalement à chaque génération, pensant s'étant complètement immunisé contre tout cela et se rendant compte à la faveur d'évolutions politiques et géopolitiques du monde que ces réalités sont bel et bien aussi présentes qu'elles l'étaient par le passé. Alors, Isabelle, est-ce que on vient d'évoquer l'idée de régionalisation, parce que quand on interroge les entreprises, dans Le Monde, mon journal, on a fait souvent des dossiers sur les exportations, et notamment sur l'état de l'industrie allemande. Et quand on interroge notamment, par exemple, les chimistes allemands, qui sont vraiment des gens qui sont assez dépendants de la Chine, beaucoup expliquent que non, finalement, c'est pas si grave parce que nos chaînes de valeur, elles sont déjà très régionalisées et que on a un pôle, on va dire, sino-asiatique qui est relativement autonome, et puis il y a un pôle américain, et puis peut-être il y a un pôle européen. Alors, est-ce que cette idée qu'a fait Flores depuis quelques années de régionalisation des chaînes de valeur, elle a une réalité tangible que l'on constate? Je pense que la réalité statistique, elle est exactement cohérente avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les chaînes de valeur se sont éclatées géographiquement, mais restent très régionales. Et ça, c'est important de le dire. Si vous regardez sur la période d'extension, donc cette période des années 90-2000 qui a été beaucoup regardée, vous étudiez le niveau de concentration du commerce international. Pour ceux qui connaissent un peu mieux l'économétrie, quand on estime l'élasticité du commerce à la distance, à quel point est-ce que le commerce est concentré géographiquement, cette élasticité, elle a augmenté
alors même qu'on était dans une période où le volume du commerce augmentait et où on avait cet éclatement des chaînes de valeur. Pourquoi est-ce que ces deux résultats ne sont pas contradictoires l'un avec l'autre? Parce que finalement, dans une chaîne de valeur, encore une fois, vous démultipliez les flux de commerce et donc vous démultipliez aussi l'utilisation du transport et donc les coûts associés au transport. Donc naturellement, quand vous construisez votre chaîne de valeur, l'automobile c'est un très bon exemple, vous n'allez pas commencer à mettre des pièces partout dans le monde, c'est pas comme ça que ça se passe. L'automobile c'est très régional, on produit en Europe les automobiles européennes et après on va investir en Asie pour servir le marché asiatique. À l'intérieur de l'Europe, on va éclater la chaîne de valeur. Aujourd'hui, par exemple, l'assemblage des voitures se fait largement en Slovaquie, en Europe de l'Est, un peu encore en Espagne et on va continuer à produire dans les pays à coût du travail élevé des étapes qui sont plus spécifiques, tout ce qui est design, innovation, etc. Donc on va éclater la chaîne de valeur à l'échelle régionale et puis on va aller chercher très loin à l'étranger des pièces très spécifiques pour lesquelles il n'y a pas de chaîne de valeur locale. Et il n'y a pas de chaîne de valeur locale, soit parce que c'est vraiment très technologique, des technologies de pointe, on peut penser aux semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, à chaque fois que vous achetez un semi-conducteur, il y a 2 chances sur 3 que ce semi-conducteur ait été produit par TSMC à Taïwan. C'est un quasi-monopole sur le marché, donc on ne peut pas éviter de passer par Taïwan quand on utilise des semi-conducteurs aujourd'hui. Donc vous allez chercher ces pièces très spécifiques là où elles sont produites, soit pour des pièces très technologiques, soit pour des matières premières de base. Le cobalt aujourd'hui c'est extrait à 88% en République démocratique du Congo, donc même chose, vous faites une batterie au lithium, ça nécessite du cobalt, vous avez une chaîne de valeur qui implique la RDC. Et puis, vous avez aussi, on observe des niveaux de concentration très, très élevés sur des productions qui ont des économies d'échelle très importantes. Donc, par exemple, dans la chimie, c'est une production qui génère beaucoup d'économies d'échelle. Et donc, dans tout ce qui est chimie de base, on a eu des niveaux de concentration très forts, notamment en Chine et en Inde. Donc, c'est encore une fois, des pays dans la pharmacie aussi, quasi-monopole. Dans la pharmacie, c'est sur les principes actifs, sur ces principes actifs et notamment les génériques, ont eu une production qui s'est concentrée simplement parce que ça génère beaucoup d'économies du fait des économies d'échelle. Donc la régionalisation, elle existe déjà et ce dont on parle, c'est des étapes finalement qui sont très très marginales à la fois dans l'ensemble des étapes de la production et dans les coûts, parce que si on relocalise des semi-conducteurs, ça ne va pas faire augmenter le prix d'une voiture de manière importante parce que simplement cette pièce-là, elle est très marginale dans la voiture. Donc ce qu'on a vu dans le Covid, c'est que finalement, il y a des points de vulnérabilité dans les chaînes de valeur qui sont liés à cette concentration à l'échelle mondiale. Ça concerne finalement très peu de biens, donc ça veut dire aussi que ce n'est pas forcément très très coûteux du point de vue agrégé de changer, de relocaliser ces étapes. Évidemment, pour les entreprises qui ont choisi l'organisation de leur production, c'est très coûteux. Elles ne vont pas se retirer du marché de la Chine simplement parce qu'il y a des nouveaux risques. Sur le côté chaîne de valeur, cette structure régionale, elle est bien documentée. Je pense juste, et peut-être ça on en reparlera après, il y a un aspect de la diversification des risques qui, à mon avis, aujourd'hui peut-être plus inquiétant, c'est sur le côté demande. Parce que finalement, ces grandes entreprises, elles ont organisé leur production, elles se sont aussi diversifiées du côté de la demande, elles ont un portefeuille de clients qui est plus diversifié géographiquement. Là, la composante régionale est beaucoup plus petite. Les entreprises allemandes, y compris les chimistes, ils ont beaucoup développé leur marché à l'export vers l'Asie, vers les nouveaux marchés émergents, parce que c'était des relais de croissance importants. Et aujourd'hui, il y a aussi un risque qui porte aussi sur cette demande. Et je pense qu'un élément qui, peut-être c'est très intéressant d'avoir un spécialiste de la géopolitique pour parler de ce genre de choses. Moi, quelque chose qui m'a vraiment marqué dans la période récente, c'est ce qui s'est passé entre la Chine et la Lituanie. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la Chine a coupé l'accès aux produits lituaniens du marché chinois parce que la Lituanie a autorisé l'ouverture d'une représentation officielle de Taïwan à Vilnius. Et suite à ça, il y a eu un quasi-ban des exportations lituaniennes vers la Chine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le risque géopolitique, il est aussi sur la demande. C'est possible qu'une grande puissance comme la Chine
coupe son marché à une grande puissance comme l'Union européenne pour des raisons purement géopolitiques. Et ça a dû exister dans le passé, mais je pense que c'est un risque qui est beaucoup plus important, notamment pour les entreprises qui se sont diversifiées du côté de leur marché. On peut le dire à l'envers pour les produits chinois aux États-Unis. Parce que finalement, c'est ce qu'ont fait également les Américains. Non, exactement. La guerre commerciale contribue exactement de la même logique. Et en préparant la table ronde, je regardais une enquête auprès de managers américains. Donc, je ne sais pas trop quelle est la composition de votre échantillon, mais chez les managers américains, visiblement, le risque chinois, il est important. Pourquoi le risque chinois, il peut être plus important du point de vue d'un manager américain que d'un manager européen? Parce qu'aujourd'hui, c'est assez clair que la guerre commerciale sino-américaine, elle va se prolonger, que Trump soit élu ou pas. Biden n'est pas du tout revenu sur les tarifs vis-à-vis des produits chinois. Donc il y a déjà une forme de guerre commerciale qui existe entre les États-Unis et la Chine. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe, finalement, va s'engager dans une guerre commerciale aussi marquée? Aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit le cas, et notamment parce que l'Allemagne n'a pas du tout envie de s'engager dans une guerre commerciale de cette nature. Pourquoi? Parce que les entreprises allemandes exportent en Chine. Les Français exportent très peu en Chine, le reste de l'Europe exporte très peu en Chine. Donc pour nous, ce n'est pas très coûteux une guerre commerciale. Par contre, pour l'Allemagne, il y a des vrais enjeux économiques. Anna? Moi, je voulais juste donner quelques chiffres par rapport à la relation commerciale États-Unis-Chine. C'est vrai que depuis 2017, en fait, la part de la Chine dans les importations américaines a baissé de 5 points. Donc, ce n'est pas rien, mais en même temps, sur les 15 pays qui ont gagné des parts de marché dans les importations américaines, 8 sont en Asie du Sud-Est. Donc, c'est quelque part un petit peu masqué. Encore une fois, c'est ce que je disais, on ne sait pas très bien, mais clairement, une direction, ou en tout cas une exposition directe qui s'affaiblit. Et de l'autre côté aussi, la part de ces pays-là, d'Asie du Sud-Est, dans les exportations chinoises, a augmenté. Donc, on voit bien qu'il y a cette transformation qui se passe. Et je pense que c'est clairement quelque chose à avoir en tête. Après, quand on regarde depuis 2017 l'évolution, encore une fois, des importations des États-Unis depuis la Chine sur les produits surtaxés et non surtaxés, en fait, celles qui étaient non surtaxées ont continué à augmenter en lien avec la tendance. Ce sont que celles qui étaient surtaxées qui ont augmenté moins. Mais quand on regarde côté Chine, celles qui étaient dans la rétaliation, évidemment, ont baissé, mais les autres aussi. Donc les Chinois se sont désengagés beaucoup plus vite. Alors que les Européens, pas du tout. Nous, on a continué à importer de la Chine en lien avec la tendance. Donc il y a clairement une réaction aussi de la Chine par rapport à ces marchés d'importation et cette attitude un petit peu d'ajustement beaucoup plus rapide. Après, Jérémy le disait, la Chine ne va pas arrêter de nous étonner. Aujourd'hui, qu'on mette 50% de tarifs ou 100% des tarifs sur une voiture électrique chinoise, en fait, elle coûte moitié moindre qu'une voiture électrique européenne. Et en plus, le renminbi se déprécie. Et en plus, les exportateurs baissent les prix. Donc, en fait, finalement, ça ne va pas tant que ça résoudre le problème ou traiter la cause. Parce que les Chinois ont toujours des façons classiques qu'on connaît de pratiquer pour pouvoir exporter. Et aujourd'hui, ils sont dans une surcapacité énorme dans les véhicules électriques. Donc, ils peuvent davantage encore baisser les prix. Donc, et on le voit. D'ailleurs, les exportations chinoises ont repris récemment seulement parce que les prix ont été baissés. Donc, il y a eu un léger rebond, mais qui n'a pas tenu, puisque de toute façon, la demande mondiale n'est pas très forte en ce moment. Donc, ce qui marche bien, c'est la stratégie par les prix. Voilà. Effectivement, alors, Jérémy Guez, on le disait, il y a une intervenante tout à l'heure qui disait qu'une des motivations américaines dans la dureté, c'était de ne pas perdre ou de regagner le leadership technologique. Donc, on n'est plus du tout sur une affaire purement effectivement politique et un peu de protectionnisme des matières premières, mais sur une course à la technologie qui là aussi d'ailleurs peut être un
peu rappeler les années 60 avec la course à l'espace, mais en tout cas, l'affaire Huawei, par exemple, a montré que la motivation américaine était sur le leadership technologique maintenant. Oui, absolument. Et l'affaire Huawei va directement aussi à ce que Isabelle évoquait tout à l'heure sur ce choc de la demande aussi et la pression géopolitique autour de la demande. Huawei, c'est encore le géant chinois qui avait la solution la plus rentable, la plus fiable techniquement et la moins coûteuse en matière de 5G. Donc finalement, dans un monde d'optimisation, dans le monde d'hier, il y avait très peu de questions à se poser. Jusqu'au moment où un certain nombre de stratèges américains, et puis les Britanniques qui ont fait écho, les Australiens aussi, et même en Europe continentale, ceux qui savaient qu'il s'agissait de préoccupations stratégiques assez légitimes. Est-ce qu'on souhaitait vraiment laisser la puissance chinoise au sein du cœur finalement des réseaux 5G européens et occidentaux, quand on savait finalement que les intentions chinoises n'étaient pas forcément que pacifiques ou pas aussi pacifiques qu'ils l'entendaient. Et ça aussi, c'est assez étonnant parce que ça montre bien finalement cette transformation. Alors, le mot-clé qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est un risque. C'est-à-dire que la réalité parle toujours d'une mondialisation bel et bien là, mais il y a bel et bien un risque que finalement, si tout devient géopolitique, eh bien les calculs deviennent autrement plus compliqués et que la logique d'optimisation ne soit plus qu'une optimisation économique, mais aussi une optimisation stratégique qui intègre ces préoccupations géopolitiques de sécurité. Vous savez, juste une toute petite anecdote. Mon dernier périple pré-Covid, ça ne s'invente pas, c'était en décembre 2019 et c'était à Pékin. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de guerre au Moyen-Orient. Et j'y étais allé étant absolument persuadé que tous mes interlocuteurs chinois, tant la presse que mes alter ego de l'académique, voudraient parler de Donald Trump et de cette guerre commerciale qu'il avait lancée. Et finalement, voilà. Donc j'ai essayé de les rassurer et je me suis très vite rendu compte qu'ils n'avaient pas besoin d'être rassurés, que Donald Trump n'était pas un problème pour la Chine. Ils m'ont tous dit, c'est finalement un président très transactionnel, on a tout compris. Si l'on veut qu'il fasse quelque chose, il faut juste lui donner de l'argent et tout va très bien se passer. Ce qu'ils m'ont dit en revanche, en décembre 2019, c'est, si vous voulez, on a une préoccupation, c'est ce que l'interprète traduit comme le découplage économique. Et découplage économique, ce n'est pas forcément le sens où on l'entend au sens environnemental parfois en Europe, mais c'est simplement de se dire, jusqu'à maintenant, la mondialisation, ça voulait dire interdépendance, ça voulait dire donc intégration des marchés, et il y a une possibilité de divorce. Et cette possibilité de divorce, elle nous préoccupe si elle s'inscrit dans le long terme et dans le structurel. Et je pense que c'est à ce moment-là où finalement la géopolitique en elle-même s'est réinvitée dans la conversation, encore une fois, avant même le Covid, avant même l'Ukraine, avant même ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, non pas pour sous-estimer l'importance de tout ça, mais pour bel et bien dire que cette transformation géopolitique, elle s'inscrit dans la structure. Et encore une fois, il s'agit bel et bien que d'un risque, mais ce risque, je pense que les entreprises en sont conscientes et en parlent, comme Anna l'a dit, parce qu'elles se rendent bien compte qu'il peut y avoir un délai en fait en termes de transformation et le temps que ça peut prendre peut aussi les prendre par surprise. Alors justement, donc deux sujets. Premier, la dépendance, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Isabelle, est-ce qu'aujourd'hui on peut, c'est un petit peu ce que vous avez essayé de faire dans cette note du CAE, une cartographie de notre état de dépendance vis-à-vis d'un pays comme la Chine par exemple, et est-ce que ça concerne une grosse partie de l'économie en général et des produits ? Oui, alors ce qu'on fait pour essayer de mettre des éléments statistiques sur ces questions, c'est des choses très très simples. On regarde la géographie du commerce mondial, des statistiques qui sont disponibles pour tout le monde, et on essaye de repérer un niveau très fin, le plus fin possible. Donc on parle ici à un niveau d'agrégation où on a à peu près 5000 produits manufacturés échangés sur les marchés internationaux. Et un produit, ça va être, je ne sais pas, un certain type de textile
difficile avec un certain grammage, ce genre de choses. Donc on est à un niveau très très fin, on regarde les données à ce niveau très très fin, et ce qu'on va appeler des vulnérabilités potentielles pour la France, pour l'Europe, je l'ai fait dans différents contextes. Récemment, j'ai renouvelé ce travail au niveau européen pour une contribution à un ouvrage du CEPR. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de repérer des produits pour lesquels la géographie du commerce mondial est très concentrée. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par Anna, c'est-à-dire cette idée qu'en fait, il n'y a pas de diversification possible parce qu'on a une structure de production à l'échelle mondiale qui est très, très concentré. Et donc, quand on fait ce genre d'exercice, évidemment, il faut mettre des critères. Qu'est-ce que c'est qui est concentré, etc. Je passe les détails. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que le problème est finalement assez marginal. Donc, si on regarde juste la géographie du commerce mondial, on va arriver à, en gros, 250-300 produits. Ça correspond à 7% des importations européennes, qui sont des produits pour lesquels il n'existe pas à l'échelle mondiale, vraiment de possibilités de diversification. Même une entreprise qui voudrait avoir systématiquement une chaîne de production qu'on appelle China Plus One, qui a un supplier en Chine plus un supplier ailleurs qui pourrait servir finalement d'assurance, il y a à peu près donc 300 produits pour lesquels cette diversification, elle est quasi impossible aujourd'hui du fait de la concentration du commerce mondial. Donc ici, c'est facile à repérer, on sait de quoi on parle. Si on parle toujours un peu en termes de produits, c'est un peu les mêmes, c'est des produits électroniques très spécifiques, c'est des produits chimiques de base et c'est des terres rares, des produits issus du mining. Désolée, j'ai un peu de la mine, oui, des matériaux, des minerais. Voilà. Et donc voilà, ça on sait à peu près faire, c'est assez simple. Et c'est intéressant, je pense, d'avoir cette vision de qu'est-ce qui est diversifiable. Parce que finalement, ce qu'on a vu, notamment avec le Covid, pour nous, le Covid, ça a été vraiment une expérience intéressante parce que finalement, c'est un choc massif sur les chaînes d'approvisionnement et on a déjà un petit recul statistique qui nous permet de voir quelles sont les entreprises qui ont le plus souffert de ce choc sur les chaînes d'approvisionnement. Et ce qu'on voit finalement, c'est que les entreprises, en tout cas apparemment dans les données statistiques, sont plus flexibles que ce qu'on pourrait penser. Ce qu'on a toujours en tête, c'est que ces entreprises, elles ont une chaîne de valeur, c'est une structure rigide, et puis une fois que le choc arrive, elles ne peuvent rien faire. En fait, ce qu'on voit dans les données, c'est que finalement, ces entreprises, quand elles se retrouvent confrontées à un choc très important, elles vont chercher des nouveaux suppliers, y compris en plein Covid. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un papier où je regardais vraiment ce qui s'est passé en janvier, février, mars 2020, quand il y avait déjà du Covid en Chine et rien en Europe. Et je regardais les entreprises qui ont été exposées à ces problèmes beaucoup plus tôt que les autres parce que dès janvier, elles se sont retrouvées à avoir des difficultés d'approvisionnement. Et on montre que ces entreprises, dès février, mars, elles ont des difficultés par rapport aux autres. Mais on voit aussi que c'est les premières qui vont aller chercher des nouveaux suppliers. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand la diversification est possible, finalement, les entreprises, elles font leur métier, elles le font beaucoup mieux que les policy makers, donc elles savent gérer le risque, c'est leur travail du quotidien. Le vrai problème, c'est vraiment quand la diversification n'existe pas, et c'est ce dont on parle, par exemple aujourd'hui sur les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est un monopole chinois, personne ne va produire des panneaux solaires compétitifs dans le futur, et c'est le problème aujourd'hui sur les véhicules électriques, et c'est pour ça que la question des véhicules électriques, je pense qu'elle est intéressante, c'est que finalement, c'est un problème très standard d'industrie naissante. C'est une nouvelle industrie qui va imposer des nouveaux standards. Et si on ne fait rien, c'est à peu près certain que cette industrie imposera les standards chinois et les modes de production chinois. Peut-être que ce n'est pas grave, peut-être que c'est grave, ça j'en sais rien, mais en tout cas c'est de ça qu'on parle. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de voir, c'est à quel point est-ce que ces nouvelles industries du futur vont être complètement dominées et produites par la Chine, ou est-ce qu'il va y avoir des potentiels de diversification en dehors de la Chine ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça interroge aussi le concept de l'économie d'échelle que la Chine a porté à son paroxysme, en quelque sorte. On a fait un article dans Le Monde la semaine dernière sur une ville entièrement consacrée à la fabrication de pianos. Des petits, des grands, des à queue, des tout droits. Et
Et des villes comme ça, en Chine, il y en a plein. Il y en a une qui fait que des saxophones, par exemple. Il y en a, et puis il y en a effectivement qui sont plutôt dans les composants technologiques. Est-ce que finalement, ce qu'on constate, donc, parce qu'on avait fait ce papier, parce que cette ville est en très très grande difficulté, évidemment, parce que la consommation de piano s'est effondrée en Chine avec la crise, parce que les débouchés à l'export sont plus limités. Et donc, on constate finalement qu'il y a aussi des grandes vulnérabilités de cette stratégie de spécialisation à outrance. Une grande partie, si ce n'est la majorité des fabricants de panneaux solaires chinois est dans le rouge, est en perte. Donc, est-ce que cette idée même de tout concentrer pour faire des économies d'échelle, aujourd'hui, elle n'est pas battue en brèche et est-ce qu'on n'est pas finalement à un maximum, c'est-à-dire que on va revenir à quelque chose de plus résilient, même si ça coûte plus cher, parce qu'il y a trop de risques associés aux économies d'échelle. Qui veut répondre à cette question? Peut-être Anna, et puis Isabelle et Jérémy. Oui, le risque de concentration est là et les impacts économiques en Chine, on les voit. Hein. La Chine croît aujourd'hui à 4,5, allez peut-être 5, mais bon, on sait que c'est du soutien public. Donc en fait, et on sait aussi que les chiffres, bien sûr, sont traficotés. Donc l'emploi, le chômage des jeunes, il ne peut pas passer de 23% à 11% juste pour un changement de méthodologie. Donc aujourd'hui, la Chine ne va pas bien. La seule différence par rapport à l'Europe et aussi par rapport aux États-Unis, même si les États-Unis conservent leur statut préférentiel, c'est qu'ils ont des marges de manœuvre budgétaires. Et donc, ils font ce qu'ils savent faire mieux, parce qu'il y a encore des projets d'infrastructure à faire en Chine. Donc, c'est plutôt ça qui tire aujourd'hui la croissance chinoise. Et donc, effectivement, il y a quand même un risque sociétal ou social en Chine, même si quand on parle aujourd'hui aux Chinois, ils vont nous dire « mais en fait, vous êtes Européens et vous ne comprenez pas comment ça se passe en Chine et il n'y aura jamais une révolte sociale », parce qu'ils sont quand même intelligents dans la façon de faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'épargne en Chine. Donc, en fait, on va relâcher certaines règles prudentielles, par exemple sur l'immobilier, puisqu'on sait que les parents chinois ont de l'épargne et qu'ils peuvent loger leurs enfants, puisque maintenant, ils peuvent acheter le deuxième appartement, chose qu'ils ne pouvaient pas avant. Donc, ils ont toujours un moyen pour réduire la casse. Mais effectivement, il y a aujourd'hui des villes qui en souffrent. Est-ce que ça va changer? Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, le coût de main-d'œuvre en Europe est beaucoup trop élevé. Quand on regarde les indicateurs de tout ce qui est Real Effective Exchange Rate et aussi le Unit Labor Cost, on voit bien qu'en fait, l'Europe est loin d'être compétitif. Et il y a une question de la monnaie, il y a une question du coût du travail, de la fiscalité. Donc aujourd'hui, les pays qui sont compétitifs sont plutôt en Asie. Il y en a quelques-uns en Europe, encore une fois, la Hongrie est plus compétitive que la Roumanie, par exemple. La Pologne est un peu entre les deux. Et donc, on ne va pas s'inventer une industrie manufacturière du jour au lendemain, puisque les entreprises ne vont pas choisir de facto ces destinations-là. Et donc, est-ce qu'on a une politique industrielle en Europe qui se dégage? Sur papier, oui, parce que quand on compte le nombre de mesures qui s'encadrent dans une politique industrielle en Europe, elle est loin devant les États-Unis dans le nombre de mesures. Mais est-ce qu'elles sont effectives? Non, parce qu'en fait, on fait des mesures pour les voitures électriques, mais c'est pas horizontal. On n'a pas d'infrastructure. On donne des subventions, mais il n'y a pas de conditionnalité. Par exemple, aux États-Unis, on donne des subventions, mais on oblige aussi les entreprises à embaucher, par exemple. On contrôle un peu plus l'utilisation de ces fonds. Et puis, sans parler du fait que l'Europe a un problème d'absorption de tout fonds public. Et donc, clairement, aujourd'hui, ça va prendre du temps puisque on est beaucoup plus sur les services. Aujourd'hui, on exporte beaucoup plus de services que de biens manufacturés et ça ne va pas changer sans un vrai plan industriel, un peu comme les États-Unis sont en train de faire. Mais même les États-Unis, le CHIPS Act s'est concentré 50 milliards de dollars sur 7 grandes entreprises. Donc, c'est très concentré aussi. Ou alors, on ouvre une usine pour faire des semi-conducteurs, mais on n'a pas la main-d'œuvre, donc on va ramener des Taïwanais. Donc, c'est très, très compliqué de pouvoir se spécialiser. C'est pour ça que l'Europe devrait trouver finalement une complémentarité dans le commerce international avec des pays qui ont quelque chose à lui offrir. Et quand on regarde, il y a des indicateurs qui existent de complémentarité, Trade Complementarity Index, et dans celui-là, on voit qu'en top 5,
5, on a les États-Unis, on a l'Inde, on a la Serbie, on a quelques pays européens. Et donc, avec cela, il faut qu'on trouve où est la complémentarité. Parce qu'en fait, encore une fois, on ne va pas réussir à revenir, même avec la nouvelle Commission européenne qui semble être plus commerce extérieur que celle d'avant, on ne va pas réussir à faire des accords de libre-échange comme à l'ancienne. Il va falloir faire des mini-deals qui sont très spécialisés là où on en a besoin. Que ce soit dans les matériaux critiques, que ce soit dans des biens où on a quand même une concentration ou une dépendance à la Chine ou à l'Asie. Le textile, on n'a pas trop mentionné, mais en fait, c'est le premier produit sur lequel on est dépendant critique de la Chine. Et donc le textile, il va dans beaucoup de secteurs. Il y a des villes entières qui font que du lycra en Chine. Non, mais ça a l'air de rien, mais le lycra, c'est 50% de ce que vend Decathlon, par exemple. C'est un matériau textile particulier issu de la chimie, quoi. Et qui peut pas être remplacé sur beaucoup de biens. Oui. Alors, Isabelle, qu'est-ce qu'il faut faire? On parlait tout à l'heure de la diversification. Aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'on a une estimation du coût de cette désoptimisation du monde pour les entreprises? Et puis, quelles sont les stratégies à adopter? Est-ce qu'il faut absolument relocaliser pour des raisons qui là seraient plus politique, on va dire, ou est-ce qu'au contraire, il faut diversifier ses sources, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Mais dans les deux cas, ça coûte cher, en fait, pour les entreprises. Le retour à une production, qu'elle soit une production d'ailleurs de services ou de biens, et puis également cette façon de... cette désoptimisation en fait qui fait que tout va coûter plus cher. Alors, il y a beaucoup de questions. Je veux juste revenir, parce que comme il y a des profs dans la salle, cette question de la concentration de la production manufacturière à l'échelle géographique qu'on voit en Chine et qu'on voit en Europe et qu'on voit ailleurs, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Et c'est ce qui a été théorisé par Krugman. C'est pour ça que Krugman a eu le prix Nobel en 2008. Donc, c'est des sujets qui sont absolument pas nouveaux, absolument pas surprenants. Et ce qu'on sait... Ce que prédisent les théories de ce qu'on appelait à l'époque l'économie géographique, c'est que ces économies d'échelle, elles vont se faire, la production va se faire là où il y a un marché. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qu'on voit dans les données quand on étudie les investissements directs à l'étranger, c'est que le premier facteur d'attractivité des investissements directs à l'étranger, c'est le marché. Les entreprises, elles vont là où il y a un marché. Et donc, quand elles investissent en Europe, elles investissent effectivement pas pour des coûts du travail faibles, elles investissent quand il y a un marché. Il se trouve que les années 2010 et sans doute 2020 sont des décennies de très faible croissance en Europe. Et donc, l'investissement direct à l'étranger est faible. Aussi parce qu'il y a une très faible demande en Europe et il est beaucoup plus dynamique en Chine parce qu'il y a une demande de piano en Chine. Il se trouve que c'est comme ça. Et voilà. Alors après, il y a, si on revient sur cette question vraiment de, disons, la gestion du risque au niveau des entreprises, il y a d'abord la question du coût. Et là, ça dépend complètement du spectre dont on parle. Mais si on se restreint à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces nœuds de risque qui sont finalement très limités, ces semi-conducteurs, ces matériaux critiques, etc., on parle de produits qui sont marginaux dans les coûts marginaux. On parle de choses qui sont très, très petites. Et donc, moi, j'ai du mal à croire qu'un dérisking de ces chaînes de valeur puisse être très inflationniste. Parce que, encore une fois, la plupart des choses dans ces chaînes de valeur est déjà sourcée régionalement. Et donc, il ne va pas y avoir une modification complète de la chaîne de valeur basée sur ce genre d'argument en termes de risque. Si on achète un peu moins à la Chine, on achètera en Inde. Les coûts ne sont pas super différents entre la Chine et l'Inde. Et donc, l'impact sur les coûts marginaux ne peut pas être très élevé. Après, on a parlé aussi de choses qui sont complètement différentes. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui autour des industries naissantes, de l'automobile électrique, etc. Là, évidemment, si aujourd'hui on se met à mettre des tarifs de 50% sur les véhicules chinois, il y a un impact sur les prix qui est évident. Et même si les exportateurs réagissent en réduisant leurs prix, ce qui n'est pas du tout sûr, parce que dans le cas de la guerre commerciale sino-américaine, la transmission elle a été de 100% sur les consommateurs américains. Donc
Donc les prix ont augmenté proportionnellement aux tarifs. Ça ne sera peut-être pas le cas dans le cadre de l'automobile parce que c'est un marché en devenir et donc peut-être les entreprises exportatrices absorberont une partie du choc. Mais là, on parle de tarifs qui sont très importants et qui vont avoir un coût très important. Donc ici, il y a une stratégie qui est de dire on va faire de la protection des industries naissantes pour donner une chance à l'électrique européen. Peut-être que ça sera une stratégie gagnante, mais c'est certain que c'est une stratégie qui, à court terme, est coûteuse. Si on s'était passé des panneaux solaires chinois à l'époque où les panneaux solaires chinois étaient très subventionnés et donc très peu chers, aujourd'hui, on n'aurait pas le niveau d'équipement qu'on a avec de la production européenne, ça c'est certain. Je me souviens qu'une fois, on avait discuté c'était très à la mode à l'époque du Covid, ça l'est moins maintenant, mais on a découvert à cette occasion-là qu'il y avait un pays qui détenait 50% du marché mondial des gants chirurgicaux. Alors bon, ça, c'est pas grand-chose, mais les gants chirurgicaux, alors c'est des gants en latex, voilà. Donc, et c'est évidemment la Malaisie, puisque c'est un grand pays producteur de latex. Et donc, ça interroge en disant, ben voilà, est-ce que dépendre d'un bien qui a l'air de rien, mais qui, dans une période d'épidémie, etc., peut tout d'un coup, comme les blouses ou les masques, devenir extrêmement important. Et la question se pose, c'est est-ce qu'il faut rapatrier, par exemple, une usine qui fabriquera le latex en Europe? Et je me souviens, vous me disiez, ben, s'il y a une usine en Tchécoslovaquie qui fait tous les gants latex en Europe, on n'aura pas résolu le problème, finalement. Non, et ce que je répondais à l'époque, et je réponds toujours, c'est un peu du cas par cas. Je pense que ça n'a aucun sens de produire du Doliprane en Europe. Je pense que ça n'a aucun sens de produire des gants en latex en Europe. Il y a plein de manières de gérer le risque qui n'impliquent pas de relocaliser. On peut très bien gérer les stocks stratégiques. On le sait très bien. À l'époque, on parlait des masques sans arrêt. Et on sait ce qui s'est passé sur les masques. Il y a eu un problème sur la gestion des stocks stratégiques au niveau national. Les masques étaient périmés. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un gros choc de demande complètement unexpected, complètement non anticipé et pas de stock. C'est des choses qui arrivent. La gestion du risque, c'est toujours difficile. Prévoir une pandémie, c'est toujours difficile. La prochaine, peut-être, n'impliquera pas du tout des maladies respiratoires et on sera peut-être très mal équipé pour la prochaine pandémie. Ça, c'est un problème de gestion du risque. C'est des métiers, ça existe et ça, on sait le faire. Donc moi, je continue à penser que tous ces problèmes de dépendance uniquement en termes de relocalisation et de production locale, ça n'a aucun sens parce que rien ne nous assure contre nos propres chocs. De manière générale, le commerce international, c'est ce qui nous permet de diversifier les chocs. Si on est sorti du premier confinement, et ça pour le coup, ça se voit très clairement dans les données statistiques, c'est parce qu'on a réussi à importer des masques de Chine. Donc c'est grâce à l'accès au marché chinois et à la production chinoise qu'on est sorti du confinement. C'est pas parce qu'on s'est tous mis à prendre nos machines à coudre et à faire des masques. Ça, c'est faux. La réalité statistique, c'est que les importations de masques explosent en avril ou mai 2020. Oui. Finalement, la mondialisation, c'est plutôt une réduction des risques qu'une augmentation des vulnérabilités. C'est exactement comme ça qu'on l'enseigne. Quand on enseigne la théorie du commerce international, on dit le commerce international, c'est une source de spécialisation, optimisation des coûts, et c'est une source de partage du risque. La question, c'est de savoir à quel moment est-ce que la spécialisation est telle que finalement, elle va à l'encontre des gains en termes de partage du risque. Mais je pense que la norme, et ce qu'on devrait, à mon avis, retenir de ce genre de débat, c'est qu'en moyenne, le commerce international, c'est du partage du risque. Alors, sur ces bonnes paroles, on va essayer de passer la salle. Est-ce que, alors je sais pas, est-ce que voilà, génial, il y a un micro qui peut circuler. Il y a une question au milieu. Voilà. Bonjour, merci pour cette intervention. J'ai une double question. La première sur le risque géopolitique dans les chaînes de valeur. On le connaît, par exemple, avec les États-Unis qui ont mis en place la législation ITAR, qui pèse énormément sur toutes les industries stratégiques européennes, ailleurs et même françaises. Ça, c'est un risque géopolitique majeur qui tend à croître. Et dans la même idée, par exemple, on vient de se faire sortir du Sahel assez difficilement. Et ça nous pose toute une série de problèmes dans les chaînes de valeur concernant l'uranium, qui bien sûr concerne l'industrie de l'énergie, mais aussi toute l'industrie aussi de l'armement et autres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça et est-ce qu'on peut se prémunir de ça? Parce qu'il me semble qu'au Sahel, on s'est fait sortir au
au profit de la Russie, des États-Unis et de la Chine. Ma deuxième question, et là j'attends votre réponse avec grande impatience, qu'est-ce qu'il en est de cette zone de libre-échange qui sont en train de se constituer autour de la Chine, la RCEP? Quelle est sa viabilité et quelles sont ses réalisations? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ça va impacter nos chaînes de valeur, par exemple? Alors, Jérémy, je crois, madame, j'ai raté le mot-clé par rapport aux États-Unis. Vous parliez du risque géopolitique. Des règles ITAR qui concernent l'importation de matériel stratégique, enfin les exportations de matériel stratégique. Alors, le malaise, en fait, que j'ai par rapport à toutes ces conversations, c'est que souvent, quand on pointe du doigt le comportement des Américains, dans un public européen comme nous sommes, on fait implicitement référence à nos propres je dirais, faiblesses. Et ce qui est frappant, c'est que effectivement, alors là aussi, le Mali, je serais absolument incapable de vous dire ce qui s'y est vraiment passé. Je pense qu'un certain nombre de personnes dans la salle pourraient le savoir mieux que moi. Mais ce qui est frappant, c'est que finalement, l'Europe est extrêmement timide vis-à-vis de ses capacités potentielles et a beaucoup de mal à s'affirmer sur le plan international. Réinventer la complémentarité, on en parlait tout à l'heure, c'est absolument clé. Et ce qui est frappant, c'est que finalement, aux États-Unis, il y a un signe égal, c'est exactement ce à quoi vous faites référence, entre un agenda de fermeté vis-à-vis du reste du monde, surtout la Chine, mais y compris les Européens qui, on le sait tous, ne dépensent pas assez en matière de défense et ne participent pas finalement à l'effort collectif de sécurité, et donc un agenda de fermeté et un agenda très industriel, pro-industriel, interne et antilibéral pour forcer le trait. L'Europe a une chance absolument énorme. Alexandra de Hoopscheffer en faisait référence tout à l'heure. C'est finalement de se dire on pourrait casser cette équation et se dire que oui, on peut avoir un agenda de fermeté vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de tous ces pays qui peuvent poser des préoccupations géopolitiques et politiques évidentes, mais aussi se dire qu'on peut aussi réinventer cette complémentarité. Il n'y a pas forcément besoin de fermeté sur tous les sujets et d'un grand divorce sur tous ces sujets-là. On parlait de voitures électriques, effectivement. De deux choses l'une, soit nous, Européens, nous sommes tous des fervents partisans de la transition écologique, je le crois que nous sommes, et on se rend compte qu'on sera incapable de le faire sans les apports de la Chine. Les panneaux solaires, c'est clair et net. La question des véhicules électriques, ça sera clair et net. Soit on se dit que finalement, on va devenir des éternels dépendants de la politique américaine. Et sur ce, vous savez, face aux grands problèmes du monde, on a un dicton en relations internationales. Vous savez, face à un grand problème du monde, les Américains chercheront toujours à innover, les Chinois toujours à copier et les Européens toujours à réguler. Les Américains se sont remis à innover. Les Chinois ne font plus que copier. Nous, Européens, visiblement, on ne fait que réguler. Ce qui est une force géopolitique, puisque si... une forme de protection aussi, la régulation. Une forme de protection, sauf que si nous dépendons autant des véhicules chinois et c'est eux qui vont établir les standards, comme Isabelle disait que c'était une éventualité, on peut aussi les influencer, ces standards, à travers la régulation. Ces régulations-là, et leur disant, si vous voulez accès à ce marché-là, voilà la liste des choses. Donc finalement, longue histoire courte, pour vous répondre, madame, je vous dirais, effectivement, les Américains sont extrêmement agressifs, extrêmement fermes sur un certain nombre de sujets. L'idée de finalement protéger les classes moyennes américaines, c'est un petit peu la continuité d'un certain nombre d'administrations républicaines ou démocrates et très différentes les unes des autres. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que l'Europe se défasse de cette timidité, essaye de réinventer cette complémentarité et pourrait s'en sortir beaucoup mieux que les États-Unis si elle arrive à continuer à rétablir finalement des relations avec un certain nombre de pays. Le RCEP est un exemple assez intéressant. Ça regroupe un certain nombre de pays très différents les uns des autres, dont la Chine et l'Australie, signés en plein milieu du Covid pour refaire la démonstration de l'intérêt du multilatéralisme. Un tiers de la population mondiale, un tiers des richesses mondiales, eux ont réussi à s'organiser, à organiser la coexistence entre grandes puissances qui ne s'aiment pas beaucoup. Si les Européens qui ont fait de leur savoir-faire, le cœur de leur savoir-faire, ne sont plus en mesure de le faire, ça serait sacrément préoccupant pour notre avenir.
Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, Oui. on ne vous a pas bien répondu sur les histoires du Niger, de l'uranium, des choses comme ça. Le problème des matières premières, c'est que ça peut être diversifié, mais c'est rarement dans des pays ultra stables, quoi. C'est-à-dire que là, la France, elle a la solution de rechange sur le Niger. Je dis ça parce que j'ai créé un papier là-dessus. La solution de rechange pour la France par rapport à l'uranium du Niger, c'est le Kazakhstan. Et c'est la Mongolie extérieure. Donc, deux pays dont on n'est pas totalement certain de la grande stabilité politique et de la grande indépendance. Voilà. Alors, Le Canada réinvestit. Et le Canada, voilà. Justement, parce qu'effectivement, sur ce genre de matériaux bruts, il y a peu d'opportunités de friendshoring. Le Canada et l'Australie sont les grands réservoirs. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, oui, monsieur, allez-y. D'accord. D'abord, merci. En vous ayant écouté attentivement, comme d'ailleurs les intervenants précédents, je commence à me demander, dites-moi si j'ai raison, si finalement ces réalités géopolitiques auxquelles sont confrontées notamment les entreprises, les multinationales dont vous nous avez parlé, ne sont pas finalement la manifestation d'une très vieille doctrine qu'on avait perdu de vue, parce que obnubilé peut-être par la croyance dans le multilatéralisme. Je veux parler du mercantilisme du XVIIe, XVIIIe siècle, suivant lequel, pour faire très très vite, comment le commerce était bon dans la mesure où il permettait à un royaume de s'enrichir et de financer la levée des troupes. Pour parler très vite. D'aucuns parlent aujourd'hui de néo-mercantilisme pour caractériser l'attitude de la Chine, dont vous nous avez parlé, des États-Unis, mais également de l'Allemagne, en considérant que ce qui motive les politiques commerciales de ces pays, c'est avant tout la préservation de leur souveraineté économique et politique. Que pensez-vous de l'intérêt de cette grille de lecture par le néo-mercantilisme versus l'analyse en termes de géopolitique? Voilà une bonne question pour les professeurs d'économie. Alors, est-ce le grand retour du mercantilisme avec ses avantages et ses inconvénients? Ça a le mérite du débat. Il y a deux raisons pour le croire. Néo-mercantilisme, effectivement, vous avez cité l'exemple de l'Allemagne. Pour dire les choses simplement, ça serait la logique business is business, money is money. Et tout ce que je vous raconte, c'est que de la littérature. Et c'est effectivement, d'une manière, forçant le trait, un peu l'état d'esprit de Berlin aujourd'hui vis-à-vis Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ça serait finalement pousser le mercantilisme dans une logique très 21e siècle et ce qu'on appellerait en théorie des jeux un jeu à somme nulle. Ce que vous gagnez, je perds. Ce que je gagne, vous le perdez. Et ce qui veut dire que le compromis est extrêmement difficile entre nous. Donc je dis ça a le mérite du débat parce que ça voudrait dire que finalement la géopolitique fait son grand retour. Il faut aussi prêter attention, je dirais, aux alternatives, aux grilles de lecture alternatives, qui voudraient dire aussi soit un renforcement de la communauté transatlantique, ce qui est potentiellement à l'ordre du jour, soit un réel agenda européen de gouvernement et de gestion d'un certain nombre de risques, ce qui est aussi une alternative au néo-mercantilisme. Anna, le mercantilisme, vous y croyez ? Non, mais je suis d'accord avec ce que Jérémy dit, parce que les entreprises aujourd'hui, on connaît le fonctionnement. On a tous des actionnaires et on a tous des objectifs de rentabilité. Souvent, on est coté, donc on doit montrer qu'on peut le faire. Et donc, effectivement, business is business. Donc, tout ce qu'on peut faire pour amener cette profitabilité, qu'elle soit dans la réduction des coûts, qu'elle soit dans la réduction des efforts de productivité. Aujourd'hui, même des grandes entreprises profitables continuent à faire des efforts de productivité, alors qu'on sait tous qu'on doit rentrer dans une phase d'innovation, de transformation technologique, transformation IT, et que potentiellement, dans 5-10 ans, on n'aura pas assez de talent. Et ça, on le sait. L'Europe est aujourd'hui pas attractive pour l'immigration, alors que les États-Unis l'est. Et donc, on aura potentiellement des entreprises qui vont devoir faire davantage d'ajustements pour toujours donner plus aux actionnaires. Donc, après, bon, voilà, c'est le modèle qui s'est construit sur des décennies. Et les Allemands, ils sont pas prêts à changer la donne. Et ce qui pose problème pour l'Europe dans son ensemble, puisqu'on n'arrive pas à avoir ce consensus qu'on cherche tous. Isabelle, le mercantilisme, c'est quand même une politique aussi, c'est-à-dire c'est un État qui aide les entreprises, enfin non seulement les aide, mais qui organise toute sa politique économique sur l'exportation. C'est possible ça aujourd'hui ?
Je pense que l'Allemagne est un bon exemple. L'Allemagne des 20 dernières années, c'est un pays qui a très peu de demande intérieure et qui tire sa croissance par l'export de manière très explicite. Ça a été un énorme problème, je pense, pour le fonctionnement de l'Union monétaire européenne des 20 dernières années. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite inflexion, mais alors peut-être c'est anecdotique, mais c'est vrai que on a travaillé sur ces questions de sécurité économique là, dans cet ouvrage que je mentionnais. On l'a notamment présenté à Berlin auprès de représentants du ministère de l'économie et des finances, de journalistes. Et il y avait un intérêt qui était assez surprenant. Moi, je suis membre du Conseil d'analyse économique franco-germanique depuis plusieurs années. Les questions de commerce international, c'est des questions qui sont toujours difficiles à discuter avec des homologues allemands parce que l'Allemagne est très, très obsédée par sa compétitivité, sa capacité à maintenir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être, justement, on arrive un peu à la limite de... Enfin, en tout cas, il y a peut-être une prise de conscience qu'on arrive à la limite. Et du coup, ça, j'enchaîne avec peut-être un autre petit élément de l'histoire de la pensée, c'est la question du doux commerce. Quand on parlait de mercantilisme, on parlait aussi de cette question, est-ce que le commerce est pacificateur? Il y a eu beaucoup de travaux empiriques récents sur ces questions qui ont justement essayé de voir si c'était le cas. Il y a une littérature hyper intéressante, je n'ai pas le temps d'en parler. Mais simplement, ce qu'on voit ici, finalement, c'est que dans cette question du doux commerce, la question à l'époque, c'était est-ce que les liens commerciaux vont être une source d'apaisement géopolitique? Ce qu'on voit aujourd'hui avec la Chine, et encore une fois, je pense que c'est vraiment l'élément qui est pour moi marquant des dernières années, c'est qu'aujourd'hui, la Chine utilise l'arme économique à des fins géopolitiques. Et donc c'est là où on voit que finalement, cette logique d'apaisement via le commerce international, elle s'est un peu retournée du fait du comportement récent de la Chine. Peut-être la Chine va nous surprendre, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez clair qu'on n'est pas dans le doux commerce. Voilà, donc... l'écran m'invite à conclure. Alors on va dire que finalement, c'est pas la fin de la mondialisation, mais c'est la fin du doux commerce. Merci à vous.